Ok, on continue dans ces capsules d'ACP, du cours d'analyse des données en actuariat. Donc, je vais vous présenter un ou deux exemples dans cette capsule, avant de conclure sur des choses peut-être un peu plus théoriques à la fin, pour étendre le principe de l'ACP. Ok, donc je bascule sur mes capsules, sur mes slides, pardon. Donc, pour vous parler d'une base de données qui s'appelle la base Decathlon. Donc, la base Decathlon est une base qui est inclue dans Factominer. Donc, je vous avais dit que c'était le package que j'utiliserai principalement pour faire de l'analyse aux composants principales. Si vous reprenez le deuxième slide de la première capsule, vous verrez qu'il y a d'autres packages pour faire des ACP, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Factominer est relativement riche et en particulier, il y a des bases de données à l'intérieur, dont cette base de Decathlon que je vais vous présenter. Donc, ici, alors je prends une sous-base de Decathlon, dans le sens où je vais prendre 23 individus et 10 variables. Alors, je vais juste discuter 2 secondes de ce qu'il y a à l'intérieur. Cette base de Decathlon, ce sont des performances sportives réalisées par différents athlètes professionnels lors de compétitions de décathlon. Donc le décathlon, comme son nom l'indique, ça contient 10 sports qui sont plutôt des sports d'athlétisme. Okay, donc les sports qu'on a à l'intérieur, ce sont le 100 mètres, le saut en longueur, le lancer de poids, le saut en hauteur, le 400 mètres, le 110 mètres haies, le lancer de disque, le saut à la perche, le javelot et le 1500 mètres. Okay, donc on a ces 10 sports pour lesquels, lors d'une compétition, alors c'est peut-être les Jeux Olympiques ou une autre discipline de décathlon, je crois que celles-là sont les Jeux Olympiques, on a les performances de... Donc les 10 sports, on les a ici, puisque je retiens ces 10 premières informations. Alors, on a d'autres variables qui apparaissent à la suite, mais que je ne vais pas prendre en compte, qui sont essentiellement le classement qui avait été obtenu par ces joueurs lors de cette compétition, par ces sportifs. Je devais avoir des informations sur d'autres choses, mais voilà. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment les sports et les performances. Et j'ai 23 sportifs. Donc, ici, j'ai mis les 5 premiers. Okay, donc, j'ai ces messieurs, alors ce sont des hommes, qui sont en ligne avec 23 individus. Donc, on est vraiment dans un problème assez classique qui correspond à un problème que je peux traiter avec l'ACP, qui consiste à avoir un certain nombre d'individus pour lesquels j'observe un certain nombre de variables, et ce sont des informations numériques. Okay, donc, on peut faire de l'ACP, ça a du sens. Alors, je vais juste faire une petite discussion ici, parce qu'elle sera importante par la suite. Et je ne l'avais pas fait dans la précédente capsule où je parlais des métiers et de des secteurs industriels qui employaient, pour faire simple, puisque les variables étaient homogènes quelque part entre elles. Alors pas forcément en termes de niveau, parce qu'il y avait des secteurs qui étaient tout petits, d'autres plus gros, mais au moins en termes de direction. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes sortes de sports et ce qu'on mesure n'est pas la même chose. Je m'explique. Si jamais vous regardez le 100 mètres, le score au 100 mètres, c'est pas une distance, c'est un temps. Okay, donc c'est en combien de temps est-ce que vous parcourez le 100 mètres? Donc c'est un temps qui est en secondes. Okay, ça va être la même chose pour le 400 mètres. Le temps pour le 400 mètres, c'est un temps en secondes. Pour le 1500 mètres, c'est aussi un temps qui est exprimé en secondes. Okay, donc il y a certaines variables pour lesquelles l'unité, par défaut, c'est du temps. Okay, et le principe... Alors, après, je suis peut-être pas très fort en sport, mais je crois que pour avoir un score qui est bon dans ces sports, il faut que le temps soit petit. Okay, donc, si vous faites un score qui est important en termes de temps, c'est généralement pas très bon. Okay, faire 20 secondes pour le 100 mètres, c'est pas ça qui va vous mettre meilleur que les autres. Okay, donc, il y a une interprétation en termes de signes qui va être importante, parce qu'ici, il faut que je fasse quelque chose qui soit petit. Si jamais je m'intéresse aux autres sports, et c'est la même chose pour tous, les unités sont différentes. Quand je parle de saut en longueur, le saut en longueur, c'est un saut en mètres. Okay, donc la personne a sauté 7,50 mètres ou ce genre de choses. Et là, c'est le contraire. Plus je saute loin, meilleur sera mon score. Okay, donc, pardon. Oui, c'est ça. Plus je saute loin, plus meilleur sera mon score. Alors, j'ai l'impression que j'ai mis mes signes à l'envers. Les signes vont être interprétés dans le sens où ça vous caractérise comme étant un mauvais sportif. Okay, donc ici, plus vous serez important, plus vous serez mauvais. Ici, plus la valeur est importante, au contraire, vous serez bon. D'accord? Quand je lance quelque chose, le lancer de poids, c'est aussi une distance en mètres. Le saut en hauteur, c'est une hauteur en mètres. Okay, pareil pour le lancer de javelot et tout ça. Donc on voit apparaître des sports qui sont un peu particuliers. Alors pour faire très simple,
C'est facile. Les sports pour lesquels il va falloir faire un tout petit peu attention sur l'interprétation, c'est les sports qui sont ces sports indiqués en mètres, essentiellement. D'accord? Donc, ces 4 sports particuliers, donc le 100 mètres, le 110 mètres, le 400 mètres et le 1500 mètres, sont des sports pour lesquels, quand je ferai l'analyse, quand on aura nos flèches, donc nos flèches nous disent les valeurs pour lesquelles on est bon, pour lesquelles on est important, il va falloir être à l'opposé pour avoir quelqu'un qui est bon. Okay, contrairement aux autres sports. Okay, je vous laisse réfléchir à ce problème-là, mais voilà, on a une interprétation qui pourrait être un tout petit peu compliquée en termes de signes. Donc vous avez une solution qui est très simple. Hein. Vous mettez un signement à tout, et dans ces cas-là, quand vous faites votre ACP, ça marchera. Mais je ne l'ai pas fait. Je vais rester avec mes données telles quelles et on va juste les discuter. OK. Donc, classique, j'ai ma base de données, j'utilise ma fonction PCA. Okay. Donc, première chose, je peux regarder un petit peu les valeurs propres. Okay. Donc, quand on regarde les valeurs propres, on a ce graphique en bas, d'accord, qui me dit essentiellement que l'axe 1 m'explique déjà 40%. Okay. Donc, je passe d'un nuage, encore une fois, en dimension 10, j'ai 10 sports. Ce qui me dit, c'est que si jamais je projette sur un axe, je n'ai pas dit si jamais je résume à un sport, j'explique 80-40% de la variance, mais si jamais j'explique sur une bonne combinaison linéaire de tous ces sports, j'ai déjà 40% de la variabilité qui est expliquée. Okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais vous voulez être bon au décathlon, alors j'imagine qu'on a quelque chose qui serait plus ou moins linéaire en fonction de tous les sports, enfin peu importe, mais ça veut dire que quelqu'un qui est bon au décathlon, je dois pouvoir le voir essentiellement sur un axe, okay, qui va être une bonne combinaison linéaire de tous mes axes. D'accord? Donc, il peut y avoir un peu de variabilité dans le sens où peut-être qu'il y a des gens qui se comportent bien au décathlon parce qu'ils sont très forts dans certaines disciplines, mais peut-être moins dans d'autres. Mais on voit que globalement, on a quand même un axe qui devrait ressortir et expliquer pas mal de choses dans la dispersion de mes sports. La deuxième composante, on a quand même un décrochage assez important, mais on est quand même ici à un peu moins de 20% d'explicabilité. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en projetant sur les 2 premières composantes, on aura presque 60% de la variance qui est expliquée, ce qui est quand même relativement bon. Okay. Donc on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe quand on projette. Alors, juste pour essayer on peut essayer de regarder un petit peu comment se projettent nos sports. Donc je vous ai fait ici, mis la fonction qui est summarize, donc l'équivalent d'un summarize de régression, mais qui est un summarize de la fonction de la PCA en fait. Donc je veux un résumé sur mes variables. Okay. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un petit peu comment une variable se comporte. Alors on peut regarder par exemple le 110 mètres haies. Okay, donc on voit que le 110 mètres haies, on récupère 2 informations importantes qui sont les valeurs des projections. D'accord? Donc ça vous donne les coordonnées des projections donc sur mes 2 premiers axes. Donc ce point-là, on peut voir qu'il sera a priori à gauche sur l'axe 1, donc à moins 0,78, okay, et presque au centre sur l'axe 2. D'accord, on est à moins 0,045. Voilà, on serait plutôt à gauche au centre. Enfin, à gauche sur l'axe 1 et au centre sur la dimension 2. Okay. On voit apparaître le cos carré, on voit apparaître les contributions. Donc on voit que les projections sont relativement bonnes. Okay. Si jamais je regarde les cosinus carrés, donc on est relativement bon, sauf peut-être le javelot. Donc manifestement, le javelot se projette assez mal. Donc on ne va pas trop discuter le lancer de javelot, parce qu'il semblerait quand même que ce soit, je ne vais pas dire que c'est orthogonal aux autres, mais en tout cas, ça se projette moins bien que les autres variables. Okay. Et effectivement, sa contribution dans ces deux plans, enfin, ces 2 composantes principales, c'est-à-dire le plan de projection, est relativement faible. Okay. Donc le cos carré va être toujours une information très importante et on voit apparaître ici les valeurs sur l'axe 1 et la valeur sur l'axe 2, d'accord, donc ce qui nous place plutôt par ici. Okay. Donc ici, on va récupérer, alors on le verra, ce sera plutôt sous une forme de flèche, mais on devrait être plutôt sur la gauche. Donc on peut faire notre projection. Donc encore une fois, au lieu de regarder un tableau, on peut regarder la visualisation de cette projection. Donc avec toujours notre cercle des corrélations qui se trouve ici. Okay. Puis je récupère mes projections de mes différentes variables. D'accord. Donc je vous avais parlé du 110 mètres haies. Donc effectivement, on est plutôt en bas à gauche. Okay. Donc on observe pas mal de choses. Okay, juste en regardant là-dessus. Alors, je vous ai fait plusieurs graphiques. Le premier, c'est le graphique de base que vous avez quand vous faites votre projection. Okay. Donc, qui vous rappelle, comme toujours, qu'on explique 32% de la variance sur l'axe 1 et 17% sur l'axe 2. Okay. Quoi d'autre? Je vous ai mis ici les projections.
Donc ici, vous récupérez les projections de vos différents individus sur l'axe 1, mais aussi sur l'axe 2. Donc on voit que sur l'axe 1, ça se projette très très bien. Mais l'axe 2, on voit qu'on rate sûrement un petit quelque chose. Manifestement, peut-être qu'il faut aller sur l'axe 3, encore une fois. C'était un peu indiqué ici. Je n'ai pas insisté, mais il est possible quand même que l'axe 2 et l'axe 3 m'expliquent quelque chose. Okay, donc peut-être que je devrais rajouter une projection sur 1 et 3, juste pour voir si je peux dire des choses. Okay, mais bon, je ne l'ai pas fait, donc on va se contenter de ça pour l'instant. Mais encore une fois, si jamais je commençais à tout vous faire, je vous ferai juste un cours de non supervisé, parce qu'on aurait déjà 40 heures largement bien remplies. Okay, donc il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire, mais encore une fois, l'idée c'est surtout de présenter une méthodologie, de l'appliquer. Il y a sûrement des choses qui manquent, on pourrait aller beaucoup plus loin. Au lieu de creuser un exemple pendant 2 heures, je vous présente plutôt plusieurs petits exemples pour vous montrer ce qu'on peut obtenir. Ok, donc qu'est-ce qu'on observe? Alors, je peux essayer de vous faire une interprétation assez simple, mais on voit apparaître quelque chose. Déjà, première chose, c'est ce cluster de points. Alors, encore une fois, je n'ai pas encore fait d'analyse de cluster, mais on voit apparaître un groupe de points ici qui est tout seul à gauche, qui me dit quand vous êtes sur la partie gauche, vous êtes plutôt mauvais en course. Okay, j'ai le 100 mètres, 110 mètres et 400 mètres. Alors, ça vous dit aussi que ces variables sont corrélées. Okay, ça veut dire que quand vous courez vite, vous courez vite. Okay, alors, en l'occurrence, vous courez vite sur des distances courtes. Okay, on voit que le 1500 mètres, je ne vais pas dire qu'il est orthogonal parce qu'on ne sait pas trop, mais en tout cas, il n'est pas avec ce lot-là. D'accord, donc manifestement, le 1500 mètres, c'est un sport un peu particulier qui ne se court pas comme les autres. Donc manifestement, ce n'est pas les mêmes types de sportifs qui performent bien sur des distances de moins de 400 mètres et des distances de 1500 mètres. Ok, première chose. On voit que ça s'oppose. Alors, ça s'oppose entre guillemets. Ce point-là, ces 3 points-là s'opposent à celui-là. Celui de droite, c'est du saut en longueur. Donc, ce que ça veut dire, il faut se souvenir qu'il y en a un qui est en mètres, donc qui s'interprète dans le signe différent des autres. Ça veut dire que quand vous êtes par ici, vous êtes plutôt mauvais, plutôt bon au contraire par rapport à cela, puisque votre score est plutôt faible. Okay, donc vous êtes bon en course, mais en plus vous êtes bon en saut en longueur. Donc là, ce qu'on observe, c'est que les gens qui sont bons sur des courses de sprint, des courses courtes, sont généralement aussi assez bonnes en saut en longueur. Okay, donc il semblerait que ces variables, alors, elles vont paraître comme étant négativement corrélées très fortement, mais ce qui veut dire que les performances sportives sont corrélées positivement. Okay, donc quand vous êtes bon dans l'un, vous êtes bon dans l'autre, ce qui est intéressant. On observe aussi d'autres choses. Donc on a des variables qui sont par contre orthogonales à celle-là. En particulier, c'est le saut à la perche. Donc manifestement, le fait d'être bon au saut à la perche n'a strictement rien à voir avec vos performances en course. C'est des variables qui sont vraiment non corrélées. Okay, on pourrait presque voir que il y a une espèce d'opposition entre le saut à la perche et le saut en hauteur. Okay, donc d'une manière un peu simple, si jamais vous êtes bon pour sauter avec une perche, vous n'êtes pas très bon pour sauter sans perche. Okay, et inversement. Donc les deux semblent quand même s'opposer pas mal. Donc on voit apparaître des régions de l'espace qu'on pourrait interpréter. Donc après, on va essayer de projeter nos individus, c'est l'intérêt, et de voir où les individus se projettent. Est-ce qu'on a des individus qui se comportent pareil dans certains sports? Est-ce que je pourrais avoir par exemple des gens qui finalement gagnent des points au décathlon essentiellement parce qu'ils sont très bons au saut à la perche, donc ils vont se retrouver essentiellement dans cette partie-là. Donc voilà, donc on va voir comment nos individus se comportent. L'idée de départ, c'est que j'ai juste cette base de données. Donc j'ai pas grand-chose que je peux dire ici, okay, hormis regarder les chiffres un par un, puis se dire, tiens, Bernard, il est quand même beaucoup plus élevé que les autres au saut à hauteur. Après, je peux dire, tiens, il y en a un qui est éventuellement relativement bon au 100 mètres. Ah, tiens, comme par hasard, il est aussi relativement bon au 110 mètres haies. Voilà, je pourrais passer des heures à essayer d'analyser ce tableau. C'est quand même beaucoup plus simple de le visualiser. D'accord, donc, c'est un peu ce que nous raconte l'ACP, c'est que des fois, ça peut valoir le coup de s'intéresser à ces outils visuels. Ok, une fois qu'on a fait les variables, on peut regarder les individus. Donc les individus, ça me dit quoi? Ça veut dire que je vais essayer de projeter mes individus et d'essayer de voir est-ce qu'il y en a qui se projettent bien. Donc on vient de parler de Bernard. Bernard, il est par ici, par exemple. Okay, on avait vu que cette région-là, c'était la région justement où on était bon en 100 hauteur, et il s'avère que Bernard aussi était bon en 100 hauteur. Donc c'est aussi ce qu'on observe ici. D'accord, donc là, on va avoir une interprétation très très simple de nos performances. Donc je vous rappelle que les points, par exemple ici, c'était les gens qui couraient vite et qui en plus étaient bons en saut en longueur. D'accord, donc on va retrouver
certains des sportifs qui étaient mentionnés juste auparavant. D'accord. Donc on a pas mal de choses pas mal d'informations qui apparaissent ici. Donc on voit qu'il y a des individus qui se projettent très très bien. Donc par exemple Bourguignon se projette très très bien euh, sur ce premier axe. Donc on a ici le cos carré, puis ici j'ai le cos carré et j'ai sa contribution. D'accord. Donc on l'a ici en termes de couleur. Donc on voit que Bourguignon se projette très très bien. On pourrait avoir un petit bémol sur Bernard, mais encore une fois, Bernard, j'ai quand même un cos carré à 0,50, donc c'est pas non plus si mauvais que ça. Okay, donc on voit qu'on est quand même relativement bien projeté. Donc manifestement, Bernard est un sportif qui est plutôt dans la moyenne de la course. Donc encore une fois, la course de fond, elle était plutôt dans cet axe-là. D'accord. Donc je suis plutôt orthogonal à cette dimension-là. Okay. Mais on avait repéré que dans cette dimension-là, il y avait cette information qui était le saut à la perche. Alors, il y a deux interprétations. C'est qu'il est sûrement très bon au saut à la perche, mais il est peut-être aussi très mauvais en saut à hauteur. Okay. Sur les autres, il est relativement dans la moyenne. D'accord. Donc quand je me retrouve proche du centre, alors il y a deux manières de l'interpréter. Hein. C'est soit je me suis mal projeté, soit j'ai tout simplement un individu qui n'est pas très bon dans une discipline, okay, qui est juste un individu moyen. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. On a quand même l'impression qu'on a des groupes qui sont assez bien projetés, je trouve, à l'extérieur du disque. Donc manifestement, dans ce genre de discipline au décathlon, on a des gens qui, je ne vais pas dénigrer leur talent, mais qui sont moyens dans la plupart des disciplines, sauf dans quelques-unes où ils ont manifestement des points forts. Okay. Donc bien sûr, ils sont moyens par rapport quand même à d'autres sportifs qui font les Jeux Olympiques en même temps qu'eux. Donc c'est pas non plus ils se comparent pas à moi. Donc, on est quand même sur des individus un peu exceptionnels, mais ils ont des particularités. D'accord. On voit manifestement que pas mal de sportifs ont des particularités dans un sport. Donc, il y a un point fort manifestement pour la plupart des sportifs au décathlon. Okay. Sauf peut-être quelques-uns. Alors, soit c'est juste qu'ils sont mal projetés. C'est sûrement ça, puisqu'en fait, les cos carrés sont très faibles. Okay. Il n'y a pas d'individu qui soit juste moyen. Il est juste moyen dans toutes les directions. Okay. Donc, ici, on récupère notre biplot. Okay. Donc, le biplot, c'est juste que je projette tout ensemble. Okay. Donc, on voit apparaître ici donc, les sportifs qui étaient manifestement relativement bons en saut à la perche. D'accord. Alors, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont plutôt bons au saut à la perche sont aussi relativement bons en course de fond. Okay. Donc, on a ici, par exemple, Clay, qui est visiblement un sportif qui serait particulièrement bon dans ces deux disciplines et qui serait assez orthogonal à cette course, d'accord, donc qui est quelque part par ici. Donc, qui est plutôt bien projeté sur l'axe 1, donc la course, le saut en hauteur et le lancer de disque. Okay. D'ailleurs, ça dit en passant, quand vous lancez quelque chose, vous le lancez, peu importe la forme en fait. Okay. Vous lancez bien votre poids, vous lancez bien un disque. Okay. Le javelot est peut-être. Alors, le javelot, je ne vais pas trop en discuter parce qu'il est mal projeté, mais c'est un peu différent. Mais en tout cas, quand vous lancez bien, vous lancez aussi le poids ou le disque, c'est à peu près du même ordre. Okay. Donc, on a des choses finalement qui sont, j'ai envie de dire, incroyablement cohérentes en termes d'analyse de commentateurs sportifs du dimanche comme moi, où je peux quand même vous expliquer des choses, juste en regardant ces sorties, en essayant de vous faire des analyses de sportifs et ce genre de choses. Okay. Alors juste pour info, on peut aussi me faire des groupes. Alors, je vous laisserai regarder les codes, mais c'est aussi en fait ici j'ai récupéré la base. J'ai rajouté qu'est-ce que j'ai rajouté? Oui, j'ai rajouté 3 sportifs que j'ai mis comme individus supplémentaires. Donc éventuellement il y a des individus qu'on a envie de sortir et qu'on peut projeter par la suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais la projection sans eux, et une fois que j'ai récupéré mes matrices de transition, je les applique sur ces nouveaux individus. Donc les notions d'individus supplémentaires va dire rajoute-moi des individus juste pour voir si jamais je les rajoute par la suite, comment elles se comportent. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des individus supplémentaires. Je rajoute 2 autres informations ici qui sont des variables quantitatives supplémentaires, les variables quantitatives. Donc je rajoute 2 informations qui sont les... Alors normalement, ça doit être le score et ça doit être, je ne sais plus quel est l'autre score, mais on ne le voit pas ici parce qu'essentiellement, je regarde mes individus. Okay. Donc j'ai 2 autres variables qui peuvent être projetées. Donc il y a le score et l'autre, c'est peut-être le rang dans ces compétitions. Et je lui demande de me faire... Alors j'ai rajouté une variable quali supplémentaire qui est le type de compétition, parce qu'en fait, dans ma base, j'ai 2 compétitions, les Jeux Olympiques et une compétition qui s'appelle le Decastar. Et ce qu'on peut voir, c'est que les performances ne sont pas tout à fait du même ordre. Okay, dans le sens où le barycentre des points aux Jeux Olympiques est plutôt à droite, le barycentre des points au Decastar est plutôt à gauche. Alors,
si je regarde rapidement mon analyse, je suis désolé, je vais revenir un peu en arrière. Ici, on a quand même une composante qui ressemblerait être le score général au décathlon. Dans le sens où, ici, quand vous êtes dans cette région-là, vous êtes plutôt bon sur les disciplines où on lance des objets, où on saute, et en plus, vous êtes plutôt rapide en course. Okay, c'est que toutes ces variables-là, quand je les mets dans le bon sens, elles seront plutôt par là. Donc on voit que ici, c'est plutôt que vous avez un score qui est bon en termes de critères sportifs. Donc être à droite, c'est plutôt que vous êtes un bon sportif. Okay, et il semblerait que les performances qui soient faites aux Jeux Olympiques soient plus à droite que celles qu'on obtienne sur le Decastar. Donc là, on retrouve le fait que beaucoup de records mondiaux sont battus aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, visiblement, les gens se surpassent, okay, parce que c'est une compétition relativement importante. Donc on a en plus une petite interprétation sur la discipline sous-jacente. Okay, je vais avoir une petite ouverture ici sur l'histoire de centrer et réduire. C'est que j'ai toujours dit on centre, on réduit, on centre, on réduit. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Ici, ce sont mes données brutes. Et en particulier, donc, je fais des box plots de mes variables brutes. Okay, donc le 100 mètres, ça me donne des points qui sont en gros dispersés entre 9, 10, 11, quelque chose. Au 1500 mètres, on est plutôt autour de 250, 300. On est sur des valeurs beaucoup plus importantes, mais c'est normal. On parcourt quand même des distances 15 fois plus grandes. Okay, j'ai aussi du javelot, donc qui est aussi une distance. Voilà, donc on a toutes sortes de choses. Et le problème de ne pas centrer réduire fait qu'on mélange des objets qui n'ont pas vraiment de comparaison possible, quoi. Ici, je vous ai fait un petit graphique où je vous mets les scores des individus à la fois au 100 mètres et à la fois au 100 hauteur. Ce qu'on voit, c'est que je ne peux pas vraiment me dire je vais faire la distance euclidienne. Je ne vais pas faire la distance euclidienne. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les deux petits points rouges ici sont très très proches. En tout cas, ils sont aussi proches que les deux petits points bleus. Okay, donc les deux sportifs qui sont là, j'aurais envie de dire, ils sont aussi proches l'un que l'autre dans les deux sports. Quand je centre et je réduis, ce n'est pas du tout ce qu'il me raconte. Il me dit que oui, certes, les deux individus bleus, ils ont une distance qui est quand même assez proche en termes de course. Par contre, quand je regarde le 100 hauteur, ils sont quand même très différents. Donc l'idée de centrer et de réduire, c'est essentiellement de dire, je vais normer tout ça parce que sinon, je ne peux pas comparer. Donc centrer, c'est juste dire, j'ai une interprétation sur ce que c'est que mon centre, ce que c'est que le 0,0, donc je vois où est mon barycentre, alors que là, je me doute qu'il est quelque part par ici, mais je ne le vois pas. Donc l'avantage de centrer, c'est que tout d'un coup, toutes vos variables, l'individu moyen, il devrait se trouver ici. Okay, donc l'individu moyen est en 0,0, donc ça permet de le voir. Centré, donc généralement on ne l'évoque pas, c'est toujours centré parce que ça coûte strictement rien. Si jamais je centre mon nuage de points qui est là, j'aurai toujours la même forme. C'est juste que j'ai l'interprétation d'un 0. Okay, mais réduire est une étape fondamentale. Réduire, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça permet de repérer les points aberrants. Ça permet de faire sortir des individus, des individus un peu exceptionnels quelque part. Okay, donc voilà, l'individu qui paraît ici, en haut à droite, là, il est manifestement un peu en dehors du nuage, ce qu'on ne voyait pas forcément au départ, quoi, où il semblait un petit peu dedans. Donc l'idée de la distance de Malanobis, ou l'idée de changer ce produit scalaire, ou bien l'idée de centrer et réduire nos données, elle est fondamentale et elle est liée à ça. C'est le fait que si jamais vous avez des données qui ne sont pas du tout dans les mêmes unités, faire une analyse sur vos données non normalisées, ça va vous donner des choses complètement fausses. Alors de mémoire, je le fais ici. Okay, j'ai fait un décathlon sur lequel je lui dis non, ne normalise pas. Donc scale unit est égal à false. Donc on travaille sur les données brutes. Okay, quand vous faites l'analyse de vos variables, qu'est-ce qu'on va ressortir? On va ressortir le javelot, on va ressortir le 1500 mètres, tout simplement parce que c'est des endroits sur lesquels les valeurs sont complètement énormes. Donc, je suis désolé, mais je ne peux pas faire d'analyse de ça, quoi. C'est juste, ce qui me fait ressortir, c'est juste des scores importants. Donc, c'est strictement non informatif, quoi. Oui, le 1500 mètres et le javelot se projettent très très bien, le reste se projette très très mal. Ben, je ne vais rien dire, quoi. Je vais juste te dire, tiens, il y a des individus qui vont peut-être se retrouver par là. Donc effectivement, M. Kharkov et Bourguignon sont peut-être des gens qui sont dans cette partie-là, mais c'est juste en gros, ils mettent un temps important pour courir le 1500 mètres. Okay, puis les individus qui sont là, ils lancent bien leur javelot. Bon, voilà, c'est fini. Donc c'est pas génial comme interprétation. Donc c'est pour ça, normaliser, c'est une étape qui peut être très importante. Okay, alors il y a une autre possibilité, je vais juste l'évoquer ici, c'est de se dire, j'ai pas forcément envie d'utiliser la norme L2 ou la norme euclidienne, j'ai envie de travailler sur les rangs. Donc les rangs, ça peut être quelque chose d'intéressant, c'est de se dire, ce qui m'intéresse, et en particulier parce que les points au décathlon ne sont pas forcément liés uniquement à la performance, c'est juste est-ce que vous êtes premier, deuxième ou troisième. Donc peut-être que le rang est plus intéressant. Si jamais vous finissez le 1500 mètres en un temps qui est complètement délirant, il ne faut peut-être pas que ça vous pénalise trop. Donc peut-être que le rang est peut-être plus informatif en fait que les scores réellement faits. Donc je peux transformer ma base. Donc c'est ce que je fais ici.
je crée une base qui est la base donc Decathlon 3, qui est la base non plus des valeurs nominales des grandeurs, mais ce sont les rangs. Alors, juste une petite remarque, j'ai séparé les sports de course des autres, juste pour que les rangs, là aussi, une interprétation globale. Donc, je dis que vous êtes bon quand votre rang dans une course est faible. Okay, et inversement, j'inverse quand on n'est pas sur les sports de course, quand on est sur les sports où on a des longueurs ou des hauteurs qui apparaissent. Okay, donc, je vais avoir une interprétation directe. Ok, donc je peux faire mon interprétation, donc je peux faire là aussi mon graphe. Alors je vais passer sur l'interprétation, je vais aller directement sur mes graphes. Donc, première chose, on voit que ça ne change pas tant que ça ma structure. Alors, ça change un tout petit peu parce qu'effectivement, mes sports de course, au lieu d'être projetés en bas à gauche, ils vont être en haut à droite. Donc, je garde une interprétation plus claire. Okay, mais on voit apparaître des graphiques qui sont très clairs, qui sont le 110 mètres haies, le 100 mètres, le 400 mètres. Alors, je pense qu'il y a aussi le saut en longueur qui est dedans. Okay, puisque j'ai 4 flèches et je ne le vois pas. Pardon, le saut en hauteur est ici. Non, c'est le high, oui, non, c'est le long jump. Long jump est ici. Pardon, je pensais qu'il se projetait avec les autres. Désolé, je retire ce que j'ai dit. Donc, on a trois sports de course qui sont ici. Okay. On voit que le javelot va quand même dans le même sens, qu'on n'avait pas forcément observé. Donc, le fait de passer au rang nous donne une certaine cohérence, mais d'un autre côté, il y a quand même des choses qui changent. Okay. Le saut à la perche, manifestement, se projette beaucoup moins qu'avant. Le 1500 mètres se projette très très mal. Okay. Donc, je vais revenir maintenant sur mon graphique précédent. Ce qu'on observe, c'est que quand je regarde mes contributions, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus lisse que ce qu'on avait auparavant. Donc, l'avantage de l'analyse sur la distance euclidienne, c'est que les gens qui performent de manière très très forte sur un sport, ils vont vraiment ressortir. Okay, donc, je vais vraiment avoir des nuages qui sont tirés par des points un peu extrêmes. C'était ce que je racontais sur mon ACP. Quand vous avez un nuage de points, puis un point très extrême, vous voulez en tenir compte. Là, mon point très extrême, quand je suis sur les rangs, je vais le ramener avec les autres. Donc, quelque part, regarder les rangs va vous donner beaucoup plus d'uniformité. Donc, vous aurez moins de points aberrants, mais vous avez une analyse qui peut encore se tenir, qui vous dit, si jamais votre rang dans un sport est important, il sera aussi important dans l'autre, etc. Okay, donc, on a toute cette interprétation qui est possible. Donc, encore une fois, je peux faire vraiment pas mal de choses avec l'ACP, soit travailler sur mes données brutes normalisées, soit travailler sur mes rangs. Ok, je vais faire un tout petit exemple rapide là aussi. Encore une fois, désolé si la capsule est un peu longue. Je vais travailler sur la température. Donc, j'ai des températures qui sont là aussi des bases qui sont mises. Elles ne sont pas dans le package Factominer, mais elles sont sur le site associé à Factominer. Okay, donc, on a une base de température qui sont des bases de 35 villes en Europe où on a la température moyenne par mois. Voilà. Donc, les villes, je les ai mises sur une carte. On peut voir un peu où elles sont. Et on va se demander, est-ce que, et c'est ce qui se cache un petit peu. Alors, je crois que les points verts correspondent à une information qui est donnée ici. Donc, on a les pays du Nord, les pays de l'Est, les pays du Sud et les pays un peu plus centraux. D'accord ? Donc, on a 4 groupes qui existent et on peut se demander est-ce que ces groupes correspondent à une réalité géographique ou à une réalité climatique. Donc, on va pouvoir essayer de regarder ça. Donc, voilà un peu mes données. Donc, données classiques qu'on peut utiliser en ACP dans le sens où j'ai mes pays qui sont mes individus et j'ai 12 variables qui correspondent en fait à la température observée, température moyenne observée chacun des mois. D'accord ? Donc, on va essayer de faire une ACP là-dessus. Ok ? Donc, on peut essayer de projeter tout ça. Alors, première chose qu'on observe, j'explique 80% avec une dimension. Okay ? Donc, il y a manifestement une composante principale qui ressort largement. Il y en a une deuxième qui ressort faiblement. Okay ? Mais voilà, on pourrait peut-être analyser. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le plan principal, je vais en gros représenter 95% de mon inertie. D'accord ? Donc, on va pouvoir regarder ça. D'accord ? Ok. Donc, voilà mes projections de mes variables. Encore une fois, je commence toujours par les variables. Et ce qu'on observe, alors, c'est sûrement une particularité du fait que j'ai que des pays en Europe, mais j'aurais pris quelques pays dans l'hémisphère sud. On aurait probablement observé une opposition entre certaines choses. Ici, toutes mes variables, en gros, elles se projettent de la même manière. En gros, l'axe 1 me dit est-ce qu'on est dans un endroit où il fait chaud ou dans un endroit où il ne fait pas chaud. D'une manière un peu simpliste, ça va être ça. Okay. La seule petite subtilité, alors, si je regarde un tout petit peu, c'est que ici, on va retrouver plutôt les mois d'hiver, et ici, je vais plutôt retrouver les mois d'été. Voilà. Donc, j'ai une interprétation très simple qui consiste à dire plus je suis à droite, plus il fait chaud. Quand je suis en haut à droite, pardon, oui, c'est ça, en haut à droite, je suis plutôt chaud l'été, et quand je suis
en bas à droite, je suis plutôt chaud l'hiver, d'une manière un peu simple. Voilà. Donc c'est ça qu'on va pouvoir analyser. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on se projette incroyablement bien. D'accord. Donc ça, c'est juste lié au fait que j'ai une cohérence. Quoi. Quand mes villes sont cohérentes entre elles, j'ai pas de choses complètement aberrantes qui ressortent dans mes données. Okay. Là, ce qui va être le plus intéressant, encore une fois, mes variables sont très peu informatives. Ce que ça vous dit juste, c'est que si jamais je vous dis que je suis dans un pays où il fait 10 degrés en moyenne l'hiver, vous vous doutez qu'il fera sûrement une température assez chaude l'été. Okay. Encore une fois, c'est lié à cette espèce d'homogénéité qu'on aurait en Europe, qu'on a en Europe. D'accord. Donc, ce qui va être le plus intéressant, c'est quand même de regarder les individus. Donc là, on va projeter nos individus sur nos deux axes. Okay. Encore une fois, mon premier axe explique 86% de l'inertie, la deuxième 11%. Donc on a vraiment deux nuages qui m'expliquent 95% de toute l'inertie. Donc on projette très très bien. On voit qu'il y a juste un point qui se projette assez mal, qui est Francfort. Okay, donc on a éventuellement aussi la Suisse qui se projette assez mal. Donc on a manifestement quelques petites villes, essentiellement au centre de l'Europe, qui peuvent mal se projeter, peut-être parce qu'elles ont un climat un peu particulier. Okay. Mais on a quelque chose de, ma foi, de très cohérent avec ici, on va retrouver Athènes, Rome, Séville, Palerme, Barcelone, Lisbonne. Donc, on retrouve vraiment les villes chaudes, d'accord, et chaudes tout le temps. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas particulièrement de, de température chaude dans une certaine saison. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Ici, ce que ça vous dit quand même, c'est qu'Athènes est manifestement très très chaud l'été. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement il pourrait quand même faire un petit peu froid l'hiver. D'accord. Si jamais il faisait à la fois chaud l'été et chaud l'hiver, je la trouverais plutôt sur cet axe-là. Comme je suis un petit peu au-dessus, j'ai plutôt tendance à être chaud l'été et un petit peu moins l'hiver. Okay. Au contraire, quand je me place sur les autres positions, donc par exemple ici je vais retrouver Reykjavik, donc on est en Islande, donc c'est une ville un petit peu particulière qui est plutôt une ville froide. Donc, pourquoi? Parce que je suis plutôt à gauche de mon axe. Okay. Et c'est une ville qui va être assez froide. Qui est plutôt, donc ici on est plutôt sur du chaud l'hiver, donc ici on est plutôt sur du froid l'hiver. D'accord. Donc on a cette opposition hiver-été qui se retrouve ici. Okay. Puis ici on a plutôt la notion de température plus élevée quand je me déplace à droite. D'accord. Donc on retrouve finalement des groupes de villes qui en fait sont finalement assez cohérents avec la géographie, donc c'est un tout petit peu rassurant. Okay, donc je retrouve par exemple ici Moscou, Kiev, Saint-Pétersbourg, Minsk. Donc on retrouve les villes continentales russes. Okay, donc on a une vraie cohérence spatiale qui apparaît ici. D'accord. Alors, petite chose qu'on peut faire classiquement, c'est de regarder les projections. D'accord. Donc on regarde les projections, puis on peut s'amuser à créer des groupes. Donc ici j'ai des groupes qui avaient été créés par défaut. Donc les groupes de l'Est, du Nord, du Sud et de l'Est. Okay. Donc on voit apparaître les régions du Sud qui étaient à droite. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Les villes du Nord qui sont plutôt en bas à gauche et les villes de l'Est, donc de l'Est, sont pas mal en Russie et en Europe centrale, qui apparaissent plutôt en haut, dans le sens où en fait ces villes-là vont être très très chaudes pendant l'été. D'accord. Donc certes, il fait globalement froid, en tout cas il peut y faire très froid l'hiver, donc on va être opposé aux villes chaudes l'hiver. Donc ici je suis froid l'hiver, mais en plus je suis du côté chaud l'été. D'accord. Alors qu'ici on est plutôt quand même sur des villes qui sont plus froides à la fois pendant l'été et pendant l'hiver. Okay. Contrairement aux villes donc typiquement qui vont être là, qui vont être très très chaudes l'été et potentiellement un petit peu chaudes l'hiver. Okay. Donc ici, on a ce premier graphe qui se contente de nous mettre les différentes projections avec des couleurs. Ici, je peux rajouter la notion de ce qui s'appelle l'habillage, où je lui demande de me créer des groupes basés sur ma variable qui est là où on se trouve, et en gros qui va me centrer les villes qui apparaissent dans ces différentes régions. D'accord. Donc je vois apparaître certaines régions comme étant voilà, les régions qui étaient dans le nord, la moyenne de mes projections se trouve par là, puis ici j'ai une espèce d'ellipse classique de normalité qui me permet de me dire voilà où je me trouve essentiellement dans la région. Donc ça permet juste de mettre des espèces de patates pour voir un peu quelles sont les régions. Donc au lieu de vous dire, comme je le faisais tantôt, ici on est la région du nord, ici on a un beau tracé d'ellipse, donc ça permet de voir ces patates. Okay. Donc juste une petite remarque, ici j'avais enlevé certaines températures en disant que certains individus sont vus comme des variables supplémentaires. Donc, c'est ceux qui apparaissent en bleu sur le graphe du dessous. Donc, l'idée est de dire, est-ce que si jamais je faisais mon analyse
sur les premières 25 villes et que je gardais les 10 autres pour voir si mon classement a du sens, ben on voit que ça marche. Et qu'effectivement, ici, j'avais juste 4 villes, enfin, 3 villes en Russie, une ville en Pologne. On voit que quand je rajoute Saint-Pétersbourg, elle se projette au bon endroit. Okay, ici, j'avais quelques villes dans le sud de l'Europe. Quand je rajoute Barcelone, Palerme et Séville, on voit qu'ils se projettent aussi relativement bien. Donc l'idée des variables supplémentaires, on l'observe ici. Okay, donc ici, je récupère ma sortie avec mon interprétation. Donc encore une fois, mes villes chaudes l'été, mes villes chaudes plutôt l'hiver. Okay, donc globalement, ici, je suis chaud, ici, je suis froid. Et ici, je suis plutôt sur l'été, ici, je suis plutôt sur l'hiver. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une interprétation de notre ACP. Okay, et c'est ce qu'on va essayer de poursuivre par la suite. D'accord. Donc, en tout cas, quand on fait de l'ACP, donc moi, encore une fois, je me contente de vous faire la méthodologie ici que j'illustre avec quelques exemples, mais pour votre devoir, il faudra m'expliquer ce genre de choses et puis le discuter. Ok. Donc, petite remarque, cette chose-là apparaît dans j'ai mis la température, elle n'a pas grand intérêt, mais c'est juste que ça apparaît dans un contexte un peu particulier. C'est ce qu'on appelle des données fonctionnelles. Dans le sens où, en fait, les courbes que j'avais les températures sont des courbes. Donc, ce n'est pas exactement des variables, mais techniquement, je pourrais me dire, ma température dans une ville, c'est une courbe que j'observe avec 12 points. Alors, je pourrais le faire sur des données journalières, par exemple, et je récupérais des courbes de température dans une ville, puis des courbes de température dans une autre ville. Okay. Et ce que je me demande, c'est est-ce que j'ai des courbes qui sont un peu particulières, est-ce que j'ai des points qui sont aberrants en termes de ville. Okay. Donc, on voit qu'on a une ville, alors c'est ce qu'il fait ici, donc c'est un package qui s'appelle le package Rainbow, qui a été développé par Rob Inman, qui travaille sur des functional time series. Donc, on est sur des séries temporelles fonctionnelles. D'accord. Donc, j'ai plusieurs observations de séries temporelles et j'ai envie de voir s'il y a des points aberrants. Okay. Donc, c'est cet outil qui est proposé. Donc, c'est ce package, ces fonctions qu'il y a dans le Rainbow, qui est de ce F-box-plot, qui me permet de voir les données. D'accord. Donc, qui me permet de repérer les individus. Donc, ici, j'ai une espèce de région de confiance. Okay, qui apparaît ici. Donc ici, j'ai là où se trouvent mes courbes en moyenne. Okay. Donc en moyenne, 95% des courbes se trouvent, 50% des courbes se trouvent dans ce box plot quelque part, mais un box plot fonctionnel. Okay. Et je peux aller un tout petit peu plus loin en mettant le gris clair qui me dit que 80% des courbes sont dans cette région-là. Il y a quelques courbes qui sont un peu particulières, qui ont manifestement des comportements un peu différents. Ça peut s'observer avec le graphe qui se trouve en bas, qui est ce qu'on appelle un backplot. Donc, c'est quelque chose qu'avait proposé Tukey il y a à peu près une cinquantaine d'années, qui est l'extension d'un boxplot. Donc, le boxplot, c'est encore une fois la boîte à moustaches où vous avez ce rectangle et puis des petites moustaches. Mais dans un cadre multivarié. Donc, au lieu d'avoir votre moustache qui vous dit vous êtes quand il 25%, quand il 75%, vous avez 50% des points ici. On est en dimension 2. Donc, on a cette région qui se trouve ici, qui contient 50% des points. Ici, j'ai 80% des points. Et ça permet de repérer quelques points aberrants. Donc, je vous les ai mis ici. Donc, les 2 points aberrants apparaissent là, ce qui vous dit que ces 2 villes, manifestement, ont un comportement assez différent des autres villes européennes en termes d'évolution de série. Donc, ce genre de choses est utilisé, si vous voulez, je vous ferai des compléments là-dessus si vous êtes intéressé, mais c'est utilisé par exemple en démographie, pour voir, quand vous faites de la démographie historique, pour voir est-ce qu'il y a des années où les courbes de mortalité ont changé. Ce qu'on peut observer par exemple quand il y a une guerre. Donc, quand il y a une guerre, tout d'un coup, votre courbe de mortalité va changer. Ça peut s'utiliser sur plein de domaines pour voir des années aberrantes en termes de climat. Okay, donc on pourrait prendre toutes les années, je dois avoir des exemples sur mon blog là-dessus, où je prenais toutes les années à Montréal, donc chaque courbe correspondait à une année, et je me demande est-ce qu'il y a eu une année aberrante en termes de température. Donc je ne dis pas aberrante en termes de température incroyablement élevée, je dis pas qu'il y a eu Par exemple, ça pourrait être une rupture, c'est que si jamais vous aviez dedans une série qui serait très élevée puis qui plongerait, dans ces cas-là, elle serait reconnue comme étant aberrante. Okay, donc c'est quelque chose de très intéressant quand vous avez des fonctions à comparer, plusieurs courbes à comparer. L'ACP permet de faire cette comparaison dans le sens où, fondamentalement, vous vous ramenez à des composantes principales de courbes. Donc, essentiellement, ce que ça va vous dire, alors ça marche aussi sur les taux d'intérêt, par exemple. Les taux d'intérêt, je vous rappelle, vous avez des modèles de la Nielsen-Segal qui vous dit qu'une courbe d'intérêt, c'est 3 facteurs. En fait, les 3 facteurs, vous pouvez les retrouver dans un ACP, okay, qui sont les facteurs de niveau, les facteurs de pente et les facteurs de convexité. Okay, et ça vous permet de repérer des années un peu aberrantes en termes de structure par terme des taux, en disant il y a eu des années où les taux étaient des structures par terme étaient décroissantes alors que d'habitude c'est croissant. Donc on peut analyser comme ça chacune des années. Okay, je pense que je vais m'arrêter là sur cette capsule et on va continuer la prochaine fois sur un peu d'analyse d'image et on finira par
par une petite discussion théorique d'extension possible de l'ACP dans un cadre non linéaire, et je parlerai un petit peu des auto-encodeurs qui sont des réseaux de neurones un peu particuliers. Ok, à très bientôt.